Peu de gens réalisent que la façon dont ils se réveillent le matin n'est pas seulement une habitude, mais un symptôme philosophique profond. Dans le taoïsme, se réveiller avec de la résistance, de la lourdeur ou de l'anxiété n'est pas considéré comme quelque chose de normal, mais comme un signe évident de désalignement avec le flux naturel de la vie. Les maîtres taoïstes n'ont jamais considéré le début de la journée comme un problème psychologique à résoudre. Pour eux, la façon dont on ouvre les yeux révèle comment on a vécu la veille et, surtout, comment on habite son propre temps. La question centrale n'est pas de savoir pourquoi nous sommes fatigués, mais pourquoi nous sommes en opposition constante avec ce qui est. Cette question traverse des siècles de pensée orientale et reste d'actualité. Ce qui semble n'être que de la fatigue quotidienne cache un conflit structurel avec la réalité. Dans la pensée taoïste, il n'y a pas de séparation entre la vie spirituelle et la vie quotidienne. Se réveiller, marcher, respirer et se taire sont des expressions directes du Tao lorsqu'elles ne sont pas forcées. Le bonheur matinal n'est donc pas un état émotionnel fabriqué, mais une conséquence naturelle de l'absence de résistance interne. Les maîtres taoïstes ne se réveillent pas heureux parce qu'ils maîtrisent des techniques de motivation. Ils se réveillent en équilibre parce qu'ils n'entrent pas en conflit avec la journée avant même qu'elle ne commence. Le Tao ne récompense pas, ne punit pas et ne console pas. Il coule simplement, et ceux qui s'alignent sur ce flux réduisent les frictions inutiles. La sérénité apparaît là où l'effort excessif se retire. Le canal solstice naît précisément de ce point entre philosophie, psychologie profonde et spiritualité orientale appliquée à la vie quotidienne. Ici, le taoïsme n'est présenté ni comme une curiosité historique, ni comme une promesse de bien-être rapide. Il est traité comme un système de lecture de la réalité, capable de révéler des schémas invisibles qui organisent le comportement, le temps, le corps et l'esprit. Il ne s'agit pas d'enseigner comment ressentir quelque chose de spécifique, mais de comprendre pourquoi certains états apparaissent lorsque le conflit interne diminue. L'objectif est de créer de la clarté, pas de l'excitation, une connexion, pas une dépendance, et surtout, d'offrir un espace d'étude accessible sans perdre en densité. Pour comprendre pourquoi les maîtres taoïstes se réveillent sereins, il faut abandonner l'idée que le réveil est un événement isolé. Dans le taoïsme, le matin n'est que la continuité d'un rythme qui commence bien avant le coucher. Tout comme une rivière ne change pas de cours à l'aube, l'état interne ne se transforme pas comme par magie lorsque l'on ouvre les yeux. Un symbole quotidien qui nous aide à comprendre cette logique est le réveil. Pour le taoïsme, l'utilisation constante de stimuli agressifs pour commencer la journée révèle une rupture avec le rythme naturel. Les maîtres anciens observaient la lumière, le silence et le corps avant toute action. Lorsque le réveil dépend d'un choc, le corps réagit par la défense. Lorsqu'il dépend de l'écoute, il réagit par la vitalité. Ce contenu montre pourquoi, structurellement, vous ne vous réveillez peut-être pas bien depuis des années. Si ce type d'analyse élargit votre perception et organise votre relation avec le quotidien, la chaîne Solstice a été créée exactement pour cela. Vous abonner et laisser un « j'aime » aide Solstice à continuer à produire du contenu avec ce niveau de profondeur et de rigueur. Plus que soutenir une chaîne, vous soutenez un espace de recherche conceptuelle rare dans l'environnement numérique. Ici, chaque thème est développé dans le cadre d'une carte plus large de compréhension de la vie. Si l'idée de vous réveiller sans conflit a du sens pour vous, continuez à explorer. Des récits anciens conservés dans des chroniques chinoises décrivent des moines taoïstes qui se réveillaient avant le lever du soleil sans aide extérieure, guidés uniquement par le changement de lumière et leur respiration qui s'ajustait d'elle-même. Ces récits ne traitent pas ce fait comme une vertu extraordinaire, mais comme la conséquence prévisible d'un mode de vie régulier. Ce qui est curieux, ce n'est pas l'heure, mais l'absence d'efforts nécessaires pour se réveiller. Pour la mentalité moderne, cela semble improbable, presque idéalisé. Cependant, les textes insistent sur un point objectif. Lorsque le corps et le temps sont en accord, le réveil ne génère pas de conflit. Le malaise ne survient que lorsqu'il y a un décalage accumulé. Pendant la dynastie Han,
Les médecins taoïstes observaient déjà que l'état émotionnel du matin révélait des déséquilibres antérieurs au sommeil. Des manuscrits associés à la tradition de la culture de la vie décrivent des patients qui se réveillaient épuisés même après de longues heures de repos. L'interprétation ne portait pas sur l'esprit, mais sur le flux vital interrompu par des habitudes désalignées. Ces documents montrent une compréhension fonctionnelle de la fatigue et non morale. Le matin était considéré comme un miroir du rythme interne, et non comme un point de départ isolé. Lorsque ce miroir reflétait un poids, il y avait quelque chose de structurel à ajuster. Le réveil devenait ainsi un diagnostic silencieux. Rien n'était traité comme un hasard. Il y a un épisode récurrent dans les anciens commentaires du Tao Te Ching qui décrit un maître interrompant un disciple pressé dès l'aube. Le disciple cherchait des conseils pour mieux organiser sa journée, tandis que le maître soulignait sa respiration irrégulière et son corps rigide. La leçon n'était pas verbale, mais observationnelle. Avant toute action, il y avait un état qui déterminait déjà le cours des heures suivantes. Ce type d'enseignement crée un malaise, car il déplace la responsabilité de la planification vers la manière d'être. Il n'y a pas d'instruction immédiate, seulement la perception d'un désalignement. L'inquiétude naît de cette lacune non résolue. Dans les registres des pratiques corporelles anciennes, le début de la journée ne commence jamais par l'esprit discursif. L'accent est mis sur le corps comme principal champ de régulation. La respiration, la posture et les mouvements lents organisent le flux vital avant que la pensée ne se disperse. Cela contraste avec l'habitude contemporaine de commencer la journée par des stimuli informationnels intenses. La différence n'est pas culturelle, mais fonctionnelle. Un corps régulé réduit le besoin d'efforts psychiques. Lorsque cette logique est comprise, le réveil cesse d'être un problème émotionnel. Il devient un indicateur de cohérence interne. Un autre point récurrent dans les textes est la relation avec le silence initial. Il ne s'agit pas d'une absence de son, mais de la préservation de l'intégrité de l'attention. En évitant une fragmentation précoce, le pratiquant maintient une stabilité interne au cours des heures suivantes. Ce choix est stratégique. L'énergie vitale, lorsqu'elle est dispersée tôt, exige des compensations ultérieures. Le poids de la journée naît de cette perte initiale. Le silence n'est donc pas un luxe, mais un fondement. Pour comprendre cela, il faut abandonner les interprétations superficielles. L'effet ne se révèle qu'avec une observation continue. À mesure que ces éléments se connectent, l'éveil cesse d'être un mystère psychologique et devient un phénomène compréhensible. Ce qui semblait être de la chance ou une prédisposition se révèle être le résultat d'un alignement progressif. Pour approfondir cette structure et suivre la manière dont ces principes se déploient dans la pratique quotidienne, poursuivre la lecture de ce contenu est la suite naturelle de ce parcours. Lorsque le malaise au réveil est interprété uniquement comme un manque de motivation ou de discipline, les solutions adoptées ont tendance à aggraver le problème. Les stimuli artificiels, tels que les alarmes agressives, la consommation immédiate d'informations ou les tentatives d'induire des états émotionnels positifs, génèrent une activation physiologique précoce. Ce type d'activation augmente le cortisol matinal de manière désorganisée, produisant une alerte sans stabilité. L'effet initial peut sembler fonctionnel, mais il a un coût tout au long de la journée. L'énergie se disperse tôt et nécessite des compensations ultérieures, telles qu'une consommation excessive de café, de l'irritabilité ou une baisse soudaine de la concentration. L'erreur structurelle consiste à essayer de corriger un désalignement systémique par des interventions ponctuelles. Il en résulte un cycle d'efforts croissant et de rendement décroissant. Au réveil, le cerveau fonctionne encore en transition entre les états de onde lente et de pleine conscience. Forcer des décisions, des évaluations ou des stimuli intenses pendant cette période fragmente l'autorégulation. L'esprit interprète cette fragmentation comme une urgence sans objet défini. C'est à ce moment-là qu'apparaissent une anxiété diffuse et une résistance à la journée. De nombreuses approches populaires ignorent cette fenêtre critique. Elles traitent le réveil comme un moment de performance, alors qu'il s'agit en réalité d'un moment d'ajustement. En ne respectant pas cette transition, on crée un bruit interne. Le coup n'apparaît pas immédiatement,
mais s'accumulent. Le problème n'est pas de se réveiller tôt ou tard, mais de se réveiller en conflit. La bonne pratique commence par interrompre le schéma d'activation mentale automatique. Il s'agit d'une intervention simple, observable et étayée par des études. Dans les premières minutes après le réveil, l'attention doit rester ancrée dans le corps et non dans la pensée narrative. Cela signifie observer la respiration sans la modifier et permettre au corps de bouger lentement avant tout stimulus externe. Cette pratique ne vise pas à obtenir une relaxation artificielle. Elle vise à atteindre une cohérence physiologique. En stabilisant le système nerveux autonome, elle réduit le besoin de contrôle conscient. L'esprit s'organise alors comme une conséquence et non comme une commande. Sur le plan fonctionnel, cette pratique sert à rétablir la hiérarchie naturelle entre le corps et la cognition. Le système nerveux interprète l'absence d'urgence comme un signe de sécurité. Cela active les circuits de régulation émotionnelle et améliore la variabilité de la fréquence cardiaque, un indicateur fiable de la résilience. Lorsqu'elle est répétée quotidiennement, cette approche brise le schéma d'anticipation anxieuse. La journée n'est plus affrontée, mais accompagnée. La différence est subtile au début, mais profonde dans son effet cumulatif. Le réveil devient prévisible et stable. La manière de réaliser cette pratique est délibérément simple, afin d'éviter de nouveaux excès. Au réveil, restez allongé quelques minutes en prêtant attention à votre respiration abdominale. Observez le contact du corps avec la surface et autorisez-vous de petits mouvements spontanés. Évitez toute décision qui n'est pas nécessaire pendant cet intervalle. Ne jugez pas la journée, ne planifiez pas, ne comparez pas vos états intérieurs. Cette retenue n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Elle crée un espace de transition où le système se réorganise de lui-même. La pratique prend fin lorsque le corps indique naturellement qu'il est prêt à se lever. Ce signal est perceptible lorsqu'il n'est pas ignoré. La raison pour laquelle cette pratique fonctionne réside dans la réduction des frictions internes. En ne stimulant pas la pensée prématurément, on évite la création de récits défensifs. Le cerveau interprète le début de la journée comme une prolongation du repos, et non comme une rupture. Cela préserve l'énergie cognitive et émotionnelle. Avec le temps, le réveil cesse d'être un moment critique. Il s'intègre au rythme général de la vie. Le besoin de techniques supplémentaires diminue car la base est organisée. La simplicité est un effet de la correction structurelle. Il n'y a pas d'effort car il n'y a pas d'opposition. Pour consolider cette compréhension, verbaliser l'engagement aide à stabiliser le nouveau modèle. Si cette approche vous semble logique, écrivez dans les commentaires la phrase suivante. Je commence la journée par l'alignement, pas par l'urgence. Ce geste simple renforce l'intention consciente et transforme l'apprentissage en une pratique observable. La continuité de ce processus dépend de la répétition et de la clarté. Suivre le reste du contenu permet d'approfondir cette structure sans ajouter de complexité inutile. Le bon ajustement est calme mais cohérent. C'est ainsi que le problème est résolu à la racine. L'analyse de l'éveil serein, à la lumière des traditions spirituelles orientales, exige de comprendre l'être humain comme un système intégré, dans lequel le corps, l'esprit et l'environnement fonctionnent de manière interdépendante. Dans le taoïsme, cette intégration s'exprime par la notion de Tao comme principe régulateur qui précède toute intention individuelle. Le bonheur quotidien n'est pas considéré comme un état émotionnel isolé, mais comme un effet structurel d'alignement. Lorsque cet alignement existe, le réveil ne génère pas de friction, car il n'y a pas de rupture entre le repos et l'action. Psychologiquement, cela correspond à un état de cohérence interne, dans lequel il n'y a pas de conflit entre les impulsions physiologiques et les exigences cognitives. Spirituellement, il s'agit de l'absence d'opposition au flux de l'expérience. L'éveil devient simplement une transition naturelle dans un processus continu. Le concept de Wu Wei offre une clé d'interprétation centrale pour cette dynamique. Traduit de manière simplifiée comme une action sans effort, il décrit un mode de fonctionnement dans lequel la réponse émerge de la situation sans imposition volontariste. En psychologie contemporaine, cette idée trouve des parallèles dans les états de flux et l'autorégulation adaptative.
Lorsque l'individu ne force pas un état interne spécifique, le système nerveux s'ajuste plus efficacement. L'éveil, dans ce contexte, n'est pas un moment d'activation délibérée, mais de continuité régulée. L'absence d'effort n'implique pas la passivité, mais une économie d'énergie psychique. Il en résulte une stabilité émotionnelle sans suppression des expériences. Le Wu Wei décrit un principe fonctionnel observable et non une abstraction métaphysique. Du point de vue bouddhiste, en particulier dans les traditions qui mettent l'accent sur la pleine conscience, le début de la journée est un moment privilégié pour observer la nature impermanente des états mentaux. La pratique ne vise pas à produire du bien-être, mais à reconnaître ce qui est présent sans résistance. Cette attitude réduit l'identification automatique aux pensées d'aversion ou d'anticipation. Sur le plan psychologique, cela diminue la rumination et l'activation inutile des systèmes de menace. En outre, cela renforce la compréhension que la souffrance provient de la fixation et non de l'expérience elle-même. Le réveil serein n'est pas l'absence de sensations, mais l'absence d'attachement à des récits prématurés. Cette distinction est fondamentale pour éviter les interprétations superficielles. La clarté découle de l'observation directe et non de la manipulation émotionnelle. La primauté du corps dans ce processus est un point de convergence entre le taoïsme, le bouddhisme et les neurosciences. Le corps fonctionne comme le principal régulateur de l'état interne, tandis que l'esprit interprète les signaux qui en proviennent. Ignorer cette hiérarchie entraîne une désorganisation. En respectant le rythme physiologique du réveil, l'individu permet à la cognition d'émerger d'un état stable. Des études sur la variabilité de la fréquence cardiaque et la régulation vagale corroborent cette logique. Un corps en équilibre réduit le besoin de contrôle mental. Spirituellement, cela reflète la compréhension que le corps est un véhicule de conscience et non un obstacle. Une pratique correcte rétablit cette relation fonctionnelle. Le réveil cesse d'être un champ de bataille interne. La relation avec le temps occupe également une place centrale dans cette analyse. Tant dans le taoïsme que dans le bouddhisme, la précipitation est considérée comme l'expression d'une ignorance du fonctionnement des processus naturels. Sur le plan psychologique, l'accélération constante fragmente l'attention et augmente le sentiment de menace. Elle indique une déconnexion avec le moment présent. Le réveil précipité introduit un sentiment d'urgence qui contamine le reste de la journée. En conservant une lenteur initiale, l'individu établit un rythme interne qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cela ne réduit pas l'efficacité, mais augmente la précision des réponses. Le temps cesse d'être un ennemi et devient un contexte. Ce changement est structurel et non cosmétique. Le silence matinal, souvent mentionné dans les traditions contemplatives, doit être compris comme une condition d'intégrité attentionnelle. Il ne s'agit pas d'isolement, mais de contention des stimuli inutiles. Psychologiquement, cela évite la surcharge cognitive précoce. Spirituellement, cela crée un espace où la perception n'est pas immédiatement captée par des objets extérieurs. Ce silence favorise l'émergence d'une conscience plus stable et moins réactive. Le réveil devient ainsi un point d'ancrage. La pratique est simple, mais ses effets sont profonds. En résumé, dans le contexte de ces traditions, se réveiller heureux n'est pas un objectif à poursuivre, mais un indicateur d'alignement interne. L'analyse conceptuelle montre que le bonheur, la sérénité et la bonne humeur émergent lorsque les interférences inutiles cessent. La psychologie et la spiritualité convergent en soulignant que la souffrance quotidienne naît de la résistance au processus naturel. En réorganisant la relation avec le corps, le temps et l'attention, le réveil se transforme. Il cesse d'être un problème à résoudre et devient un signe de cohérence. Cette compréhension déplace l'accent mis sur les techniques vers la structure. L'étude de ce thème n'offre pas de promesses, mais des cartes fonctionnelles. Et c'est dans cette clarté que réside sa force. Si le réveil révèle la façon dont on vit, la question qui reste n'est pas comment mieux se réveiller, mais comment on a marché jusqu'ici. Dans le taoïsme, les questions ne cherchent pas des réponses immédiates, mais des ouvertures de perception. La journée commence avant d'ouvrir les yeux, tout comme la nuit commence avant la tombée de la nuit. Lorsque cette continuité est ignorée,
des fractures silencieuses apparaissent et se manifestent sous forme de fatigue et de résistance. Observer cela ne nécessite aucun jugement, seulement de l'honnêteté. Le Tao n'exige pas de correction, seulement d'alignement. La simple reconnaissance modifie déjà le cours de l'expérience. Au cours de ce parcours, il devient évident que la sérénité matinale n'est ni un privilège ni un don rare. Elle apparaît lorsque l'excès d'intervention cède la place à l'écoute. L'avantage de suivre cette réflexion est de déplacer l'attention de la recherche d'état vers la compréhension des causes. Lorsque l'on comprend le mécanisme, l'effort diminue. La vie n'est plus considérée comme une succession d'obstacles, mais comme un processus continu. Ce changement n'est pas dramatique, mais il est décisif. Ce qui se perd en urgence se gagne en clarté. Et la clarté réorganise tout. Il arrive un moment où la compréhension cesse d'être cumulative et devient simple. Pas simple au sens superficiel, mais au sens non fragmenté. L'épiphanie ne vient pas comme une grande révélation, mais comme un soulagement silencieux. La perception qu'il n'est pas nécessaire d'en faire plus, mais d'interférer moins. Le Tao a toujours été à l'œuvre, même lorsqu'il n'était pas perçu. La tranquillité n'a pas été créée, elle a simplement été dégagée. À ce stade, les mots commencent à perdre de leur importance. Le silence retrouve sa fonction. La question la plus pertinente est peut-être la suivante. Que se passe-t-il lorsque l'on cesse d'essayer de contrôler le début de la journée ? Non pas comme une expérience ponctuelle, mais comme un changement structurel. Le taoïsme suggère qu'en cessant l'opposition, l'ordre se révèle de lui-même. Cela n'élimine pas les défis, mais modifie la relation avec eux. Le poids diminue lorsqu'il n'est pas anticipé. La journée n'a pas besoin d'être légère pour être vécue avec légèreté. Cette distinction est fondamentale. Et elle ne se comprend que par l'observation directe. Ce type de compréhension ne demande pas de conviction, seulement une attention continue. Chaque matin offre un champ d'observation renouvelé. Non pas pour corriger, mais pour percevoir. La contemplation n'exige ni isolement ni rituel complexe. Elle se produit lorsque l'on permet à l'expérience d'être ce qu'elle est avant d'être interprétée. Dans cet espace, quelque chose se réorganise sans prévenir. Le Tao ne se présente pas, il se manifeste. Et cela suffit. Si certaines de ces idées ont trouvé un écho, le partage d'expériences élargit le champ de la compréhension collective. Les commentaires ne sont pas des conclusions, mais des enregistrements de parcours. Rapporter ce qui a été observé aide à rendre visible ce qui passe généralement inaperçu. L'auto-exploration silencieuse suit son cours, tandis que le dialogue approfondit l'écoute. Suivre ce parcours sur la chaîne n'est que la suite naturelle de ce mouvement. Le Tao n'appelle pas, mais celui qui écoute reconnaît le chemin.